Merci Pierre Ouzoulias. Je vais vous donner la parole tout de suite, peut-être Isabelle Barbéris, pour vous faire réagir. Je reviens juste d'un mot sur ce que vous venez d'expliquer, Pierre Ouzoulias, à la fin de votre intervention, effectivement, et ce qui rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, Deborah Munzer, sur ce mélange permanent, en quelque sorte, de la culture et de la politique, quand vous disiez que les arts ont été remplacés par la culture au sens large, et avec justement un discours justificatif à caractère idéologique, et ce qui peut nourrir, justement, ouvrir la voie, laisser la place libre à l'extrême droite identitaire, qui elle aussi peut récupérer justement cet espace-là. Sur un autre point, ça me fait penser d'ailleurs juste à un autre événement culturel important qui s'est déroulé cette semaine. Et j'ai été frappé par un certain nombre de commentaires que je trouve à titre personnel particulièrement artificiels, voire décalés. C'est l'attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. Je ne suis pas du tout un spécialiste ni de littérature ni d'Annie Ernaux. Il y a sans aucun doute d'excellentes raisons pour attribuer le prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. Il y en a peut-être d'autres excellentes aussi pour critiquer ce choix. C'eût été la même chose, par exemple, on a un autre nom dont on avait entendu parler. Mais ce qui m'a frappé dans un certain nombre de commentaires, y compris chez mes confrères, c'est le fait de mélanger la politique et... Ouais, mais il ne fonctionne pas. Là. Non, je disais... Il ne fonctionne pas. Pardon, excusez-moi. Non, je disais d'un mot, donc sans du tout je n'ai aucune qualification pour ça, me prononcer sur l'attribution du prix Nobel. Ce qui me frappait, c'était, et d'abord chez un certain nombre de mes confrères, le caractère très caricatural et très artificiel, voire un peu bêta, de commenter politiquement ce choix. C'est-à-dire qu'il y a d'excellentes raisons pour choisir Annie Ernaux ou pour pas le faire, même chose pour éventuellement si ça avait été Michel Houellebecq, mais je pense qu'on peut apprécier par exemple Aragon sans être stalinien ou Drieux-La Rochelle sans être antisémite. Et que le mélange des deux, et ça illustre justement, me semble-t-il, cette évolution de cette offensive contre une certaine vision de la culture universaliste, cette offensive politique que vous décriviez l'un comme l'autre. Sur ce, j'en ai déjà trop dit, donc je vous redonne la parole, Isabelle Barbéris, justement peut-être à la fois sur cette dimension, donc cette dimension politique qui s'arroge le terrain de la culture, et ce qu'évoquait aussi Pierre Ouzoulias, c'est-à-dire le fait qu'il y a une forme de double assignation identitaire, enfin de deux identitarismes qui se renvoient la balle en quelque sorte, et vous en parlez d'ailleurs abondamment dans votre dernier ouvrage Panique identitaire. Donc c'est deux identitarismes. Et puis question subsidiaire qui est liée à ça, comment faire d'ailleurs pour les universalistes qui, je crois savoir, sont assez nombreux dans cette salle, qui lorsqu'on défend l'universalisme justement, on se retrouve assez rapidement assigné par les anti-universalistes dans le camp des réactionnaires, voire des fascistes. Et merci beaucoup, Renaud. Un petit mot concernant le prix Goncourt, parce que ça rejoint la question du mélange des genres ou du mélange des registres. Hein. Le grand linguiste Benveniste a beaucoup parlé de la question des registres de discours, et aujourd'hui on assiste à un mélange des registres, le politique, le culturel, mais aussi le médical et le scientifique, tout ça. Hein, ce glissement des registres me semble être une des caractéristiques. Le problème, c'est que le prix Nobel de littérature est institué sous le sceau de ce mélange des registres, parce qu'il il déclare être un prix de littérature politique. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça rue un peu dans les brancards. Donc voilà, cette question de mélange des registres est très très importante, et elle dépasse la question de la culture, puisque elle instaure aussi un flou entre le scientifique et le politique. À l'université, par exemple, je pense qu'il en sera question lors de les prochaines réunions ici d'unité laïque. Déborah aussi a insisté sur quelque chose sur lequel on est complètement d'accord, mais sur lequel elle a eu raison de revenir, c'est la question de la liberté des responsables, la liberté de choix des responsables politiques. La liberté de création est très importante, et elle va de pair avec la liberté de choisir, qui est celle des responsabilités du responsable politique. Or, cette liberté de choix, elle est extrêmement inhibée, ce qui fait que les politiques culturelles sont complètement illisibles et ne sont plus qu'une sorte d'amalgame de choix prévalidés. Hein. C'est comme une sorte de QCM que l'on aurait pré-rempli. Et puis, bon, alors,
voilà, le sujet douloureux de la récupération, bien entendu. Vous voyez bien qu'un spectacle comme Katharina ou la beauté de tuer des fascistes, des gens comme moi qui travaillent sur l'universalisme et qui essayent de le défendre de manière un petit peu structurée, complexe, en rappelant que c'est un concept autocritique, que bien sûr l'universalisme peut critiquer, voilà, se délimiter lui-même, c'est toujours très compliqué parce qu'on a l'impression effectivement d'être tout à fait dans une zone récupérable en critiquant, en critiquant la culture publique, d'autant que ces critiques que l'on peut formuler dans les milieux universalistes ne sont vraiment pas entendues. Voilà. Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de débat véritablement. Et cette œuvre, la Katharina, je pense que c'est un tract supplémentaire pour le Rassemblement national. D'ailleurs, vous rappeliez l'arrivée des néofascistes en Italie. C'est une œuvre qui a scandalisé lors de son passage en Italie et Mélanie s'en est servie précisément, cette œuvre-là que j'ai mentionnée, elle s'en est servie pendant sa campagne politique pour expliquer, vous voyez, cette culture gauchiste qui, en fait, veut nous aligner contre un mur et nous mettre une balle dans la tête. Voilà. Donc la tenaille, puisque c'en est bien une, se referme de manière extrêmement cruelle. Notre rôle là-dedans, c'est de persévérer, dans la critique, mais malheureusement, on est un petit peu des boucs émissaires, c'est-à-dire, comme le rappelait Renaud Dely, dès qu'on dit universaliste, il y a une tentative effectivement de rejoindre les fameux fascistes à tuer, à éliminer, on va dire. Mais l'effet de Blast est le même, puisqu'on se fait aussi traiter de collabo donc on est au centre d'un processus assez compliqué. On se fait aussi traiter en permanence de collabo de l'autre côté. Hein. Il faut être clair. Enfin, moi, j'ai eu, c'est ce que j'appelle la secousse et la réplique, hein, comme dans les plaques tectoniques. On a les deux. Voilà. Merci Isabelle. Je vais donner la parole à Nicolas, et puis ensuite nous allons prendre vos questions, mais c'est Nicolas sur ce plan qui ouvre le feu. Oui, alors là, on parle d'effacement artistique, c'est-à-dire de déconstruction culturelle. On a bien compris qu'il fallait affirmer, je reprends les termes, qu'il fallait une affirmation artistique et que les gestionnaires de l'argent public avaient un rôle à jouer. Mais alors, comment peut-on être sûr que les personnes qui vont être là à donner des subventions vont aller dans le bon sens ? Alors j'ai un doute. Je pose la question, j'ai un doute. Et donc comment pouvons-nous nous organiser pour créer un bloc culturel qui reprenne politiquement les choses en main et les subventions en main pour qu'elles soient bien distribuées ? Alors on ne peut pas en être certain. Ça c'est voilà, mais bon ça c'est une donnée immuable. En revanche, donc, moi j'ai le défaut, hein, comme Pierre Ouzoulias, d'avoir grandi. Je ne crois pas qu'on ait tout à fait on n'a pas eu exactement la même éducation, puisque voilà. Mais en revanche, en termes culturels ou artistiques, je me sens très très proche de ça. Je ne sais pas combien on est, mais c'est vrai que j'étais pas là à la fête de l'UMA quand il y avait le Picasso, hein, mais j'ai les mêmes souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que j'avais une prof de théâtre, communiste aussi, qui expliquait que Racine, c'était pour tout le monde. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on a, et qu'il l'expliquait, et puis qu'il le faisait passer, je veux dire, à tout le monde, quel que soit le niveau scolaire de l'élève, quel que soit évidemment son milieu d'origine, etc. Mais pour retrouver ça, honnêtement, oui, il y a les responsables politiques, mais il y a aussi la société civile, et on sait aujourd'hui combien la société civile est importante. Si jamais on pouvait, ne serait-ce que les associations, les journalistes, et voilà, la société civile dans son ensemble, oser critiquer, au sens noble du terme, les propositions artistiques. Aujourd'hui, on est dans un relativisme absolu. De toutes les manières, à part quelques exceptions, donc comme Isabelle Barberis dans son hebdomadaire, quand elle chronique des pièces de théâtre, et d'autres, il n'y a pas qu'elle, je ne vais pas quand même... Mais
on est dans un relativisme absolu où on a effectivement, comme l'a dit Renaud Dely, des gens qui vont dire que Annie Ernaux, c'est extraordinaire. Ils l'ont probablement d'ailleurs pas lu, pas plus que ses détracteurs, mais ils trouvent ça extraordinaire parce que c'est de l'antimacronisme ou parce que c'est du pro-machin ou je sais pas quoi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans de la critique artistique. Or, la critique artistique, pardon, mais n'importe quel citoyen, pour le coup, c'est la base d'une culture universelle, c'est que n'importe qui est capable et digne d'avoir un avis artistique sur quelque chose, qui évidemment sort du j'aime pas, tous ces trucs qu'on apprend à l'école primaire. Mais argumenter, on est tous capables d'avoir un avis artistique. Et moi, en fait, mon but, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à s'autoriser de dire les choses sur le contenu artistique des œuvres. Et je pense, peut-être parce que je suis peut-être un peu trop républicaine, aussi peut-être un peu trop démocrate en la matière, j'en sais rien, je pense que on ne peut pas rester dans un j'appartiens à tel milieu et donc je dois aimer ça, j'appartiens à tel milieu donc je dois aimer ça, ah mince c'est antinomique, je reste dans ma case, j'ai pas le droit de parler sur, etc. Donc je voudrais ne serait-ce que ça, que les gens s'autorisent à avoir un avis artistique. Voilà. Et je pense que ça aidera les politiques aussi. Oui, un mot de Pierre et puis on prend votre... Oui, mais très rapide alors. Pour être positif, parfois c'est un peu important, je pense qu'il faut revenir sur plusieurs choses. D'abord, les pratiques. Les pratiques artistiques. L'éducation est fondamentale. Et si malheureusement l'éducation a de plus en plus déserté le champ de la pratique artistique, on en voit ensuite les effets. Donc il faut revenir là-dessus. Après, moi ce que je remarque, c'est que quand on offre de la qualité au public, il souscrit à cette offre, toujours. Je suis très heureux de le dire, parce que le Sénat a pas mal travaillé sur la redevance audiovisuelle, qu'il y a eu dans cette maison des critiques sur l'audiovisuel public, jamais sur Arte. Jamais. C'est-à-dire que le travail qui a été fait à Arte, qui avait pu être discuté dans cette maison au démarrage de la chaîne, aujourd'hui, il est considéré comme exceptionnel. Voilà. Et je pense que quand on mise sur la qualité, sur le respect du public, sur le respect de l'usager du service public, on peut gagner. Donc c'est un travail moral que chacun doit faire dans son quotidien pour permettre une élévation du niveau général. Merci. Merci à Pierre Ouzoulias et merci pour cet hommage pour Arte, dont je loue moi aussi la qualité, même si je ferai remarquer, puisque nous sommes entre nous en toute honnêteté, que Arte est quand même une chaîne qui a effectivement une image, une réputation bien méritée, totalement plébiscitée, qui n'est pas encore tout à fait exactement équivalente à ses audiences et inversement. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent beaucoup de bien d'Arte sans forcément le regarder. Il faut bien le dire. Alors on va maintenant passer à vos questions en espérant que vous sachiez mieux faire marcher vos micros que moi. Allez-y, je vous en prie. La petite précision aussi, si de même les questions peuvent être relativement courtes de façon à ce qu'on puisse en prendre le plus possible. Voilà, merci, allez-y. Bonjour à tous, promis, j'essaye de faire court. Merci pour cette discussion qui mériterait d'être prolongée et que j'ai trouvée très intéressante. Je vais vraiment essayer de faire court, je vous promets. Évidemment, le lien entre la culture et l'émancipation des peuples, il n'est plus à démontrer. Je ne vais pas vous apprendre d'ailleurs quelle place est donnée à la culture dans des pays théocratiques ou dans des États totalitaires. L'exemple le plus récent qu'on pourrait prendre, c'est notamment celui de Shervin Hajipour, si je le prononce bien, qui a été arrêté pour avoir interprété une chanson en faveur des manifestations des femmes en Iran. Il a été libéré sous caution récemment, mais en France, est-ce qu'on pourrait imaginer un artiste censuré de la sorte ? Non, évidemment que non, puisque notre liberté est prise pour acquise depuis bien longtemps. Pourtant, en 2015, des artistes eux aussi ont été assassinés au sein de la rédaction de leur journal. Parce qu'il faut nommer d'ailleurs le fascisme islamiste, et pas l'islamisme radical, c'est un pléonasme. Moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Dernier Espoir et qui se bat pour la création d'un amphithéâtre Charb. Et je pense que se battre, c'est exactement le mot qu'on peut utiliser, parce qu'avec les membres de notre association, ça fait plus d'1 an qu'on bataille pour ne serait-ce qu'avoir une réponse
pour ne serait-ce qu'avoir un contact. On a mis 1 an à obtenir un rendez-vous avec l'équipe de la Sorbonne. C'est quand même dingue qu'on ait dû attendre 1 an, ne serait-ce que pour être reçu. Et depuis ce rendez-vous, d'ailleurs, on n'a pas eu de réponse ou de nouvelles. On doit se battre aussi, évidemment, pour que ce projet soit soutenu. On doit se battre pour en parler. En fait, c'est ça, c'est un combat qui n'est... Enfin, c'est un combat qui est un combat et qui ne devrait pas en être un en France en 2022. Enfin, on parle d'un dessinateur qui a été assassiné à l'arme de guerre dans la rédaction de son journal à Paris en 2015. Enfin, je vois pas et je considère que on ne devrait pas être sur un tel combat. Je sais aussi que la pièce, le livre posthume de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, a été adapté en pièce de théâtre. Je sais, alors je vous le raconterai pas parce que je le ferai pas aussi bien, mais je sais à quel point c'est aussi un combat pour qu'elle soit jouée dans les lycées, pour qu'elle soit jouée en général, et je sais le nombre de fois où elle a été dans les théâtres, bien sûr dans les théâtres, et je sais le nombre de fois où elle a été refusée ou décommandée pour des raisons délirantes, comme le maire de je sais plus. Non, celui qui a appelé l'imam de la ville. Ok. Tout comme le maire de Lormont qui demande l'avis de l'imam de la ville avant de faire jouer le spectacle en République en France en 2021, qui n'a pas été joué puisque évidemment l'imam n'était pas d'accord. L'avis a été négatif. Bah oui. Donc tout ça, c'est sûrement le symptôme d'une autocensure, sûrement aussi d'une volonté de pas de vague. La question, c'est des vagues de la part de qui? Parce qu'il faut nommer ce qui potentiellement pourrait être la source de vagues. Ça, évidemment, on ne répond jamais. Moi, je pense qu'en tant qu'élu de la République, on s'honorerait, les élus de notre République s'honoreraient à soutenir ce projet. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous pourriez redéfinir le lien essentiel qu'il y a entre notre laïcité et la liberté de création dans les milieux artistiques? Alors, qui veut répondre? Qui veut répondre, mais brièvement. Isabelle. Isabelle je vais essayer de me lancer. Bon, Floriane, c'est une question extrêmement compliquée puisque, par exemple, à la culture et l'universalisme, nous nous concentrons plus sur la question de l'universalisme et de la liberté artistique, plus que sur celle de la laïcité, puisque la culture inclut bien entendu la possibilité de représenter des œuvres religieuses, la Passion selon saint Matthieu, bon, voilà, etc. Et que le rapport à la laïcité, et en fait il est intime à la question de la liberté de création et la liberté d'expression. En général, les temps forts laïcité auxquels j'ai assisté dans les théâtres étaient de véritables catastrophes devant des parterres de professeurs de MGEN et de scolaires, avec Rokhaya Diallo en invité, et nous expliquant que le port du voile équivalait à celui des talons aiguilles, ce qui est à peu près le discours qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon hier, je crois, au sujet de la révolution féministe iranienne. Voilà. Renvoyant tout ça à une petite histoire de chiffon entre nanas. Bon, donc là, les marqueurs de genre, comme par hasard, on ne les voit pas. Donc voilà, la question de la laïcité, elle est présente, mais je pense en tout cas que dans le cadre du secteur culturel, les choses doivent être abordées en matière de liberté artistique véritablement, mais ce qui justifie pleinement la nomination, c'est quelque chose de très important, nommer les choses et bien les nommer, hein, la nomination d'un amphithéâtre Charb à la Sorbonne, hein, puisque Charb était un artiste aussi, hein, et ça aussi on l'oublie très souvent. On oublie très souvent, hein, on en fait quelqu'un d'engagé politiquement. La caricature n'a pas véritablement ses lettres de noblesse artistique, alors que c'est un art qui a une histoire très très longue, qui remonte à Rabelais, et que c'est inscrit au sein de notre patrimoine culturel le plus profond. Voilà. Juste pour rajouter une phrase, pardon, à ce que tu dis Isabelle, il y a un lien aussi du point de vue du public, c'est-à-dire de pouvoir montrer sur scène, je repense aux caricatures évidemment, donc Mahomet ou n'importe quoi, n'importe qui, de n'importe quelle religion,
dans n'importe quel costume, peu importe, par n'importe quel comédien, d'où qu'il vienne, etc., et que ce soit accepté par le public. C'est-à-dire, donc là, il y a aussi un... Voilà, juste sur cette chose. Une question sur ma gauche. Allez-y. Merci. J'aimerais, comme c'est une journée organisée par Unité laïque, j'aimerais qu'on approfondisse un peu la question de l'articulation entre les atteintes à l'universalisme, les atteintes à la laïcité et la question de la liberté de création. Parce qu'il me semble que dans le domaine culturel, qui est quand même largement protégé par cette notion de liberté de création, la question des atteintes à la laïcité se pose de façon spécifique. Il serait difficile, dans un cadre culturel, d'interdire un certain nombre de propositions artistiques au motif qu'elles seraient des atteintes à la laïcité. Alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là. D'abord, est-ce qu'il y a des exemples? Et puis, quelles sont les répliques éventuellement possibles pour lutter contre d'éventuelles atteintes à la laïcité dans le domaine culturel, sachant qu'on est encore une fois contraint par la question de la liberté de création. Alors, je commence. Alors, justement, ça, c'est le cœur, en fait, de nos réflexions à plusieurs. Voilà. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de brandir la liberté de création de notre côté pour défendre Ariane Mnouchkine qui est attaquée, plutôt que de brandir je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, pour essayer de montrer à je ne sais pas qui non plus que le Antigone dont parlait Isabelle Berris, en l'occurrence, qui ne s'appelle pas Antigone, mais qui s'appelle le voile d'Aquila, est un problème, puisque Créon est un proviseur laïque. Mais en fait, quand Isabelle a dit proviseur laïque, il faut bien comprendre que c'est sikh, hein, c'est écrit, c'est dit. Le texte est changé. Donc, en fait, laïque est le seul adjectif attaché à Créon, comme si ce mot voulait dire en lui-même fasciste ou despote ou je ne sais quoi. C'est négatif en soi-même, hein, le mot lui-même. Donc, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi, moi, à titre personnel, je suis très attachée à la liberté de création. Que cette metteur en scène ait envie de monter ce qu'elle veut d'Antigone avec je ne sais quelle voile et idéologie derrière, libre à elle. En revanche, là où on estime qu'on doit pouvoir réfléchir et trouver un système un petit peu à la manière dont certains élus ont trouvé cette charte pour les valeurs de la République et la laïcité qu'ils font signer à des associations. Dans le domaine de l'éducation populaire ou des associations, etc., maintenant, ça bouge un peu. Ce n'est pas parfait, hein, mais il y a quelque chose. C'est vrai que dans la culture ou dans les arts, il n'est pas possible de faire ça puisqu'on est sur scène ou sur une œuvre, enfin, dans une... Bon. Mais ce qu'on devrait pouvoir faire, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, c'est différencier l'argent public de la liberté de création. La liberté de création, on peut considérer qu'elle est totale, et elle l'est. Enfin, je veux dire, n'importe qui a le droit de peindre n'importe quoi. Enfin, voilà. En revanche, que les institutions ou que la République française, par l'intermédiaire de décisions politiques, etc., soutiennent financièrement avec l'impôt des citoyens français, c'est là où il y a un biais sur lequel, à notre avis, on peut réfléchir. Je ne vous dis pas qu'on a la solution, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on réfléchit. Isabelle Barberis. Non, mais je rejoins entièrement Déborah. Peut-être, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que la liberté de création, ce n'est pas le droit d'être subventionné. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de droit à la subvention, il y a de la liberté de création. Ce qui est dans le cas de ces Antigones voilées, parce qu'il y a eu 3 spectacles qui ont tourné en même temps. Et les auteurs, comme je vous l'ai dit, ne se sont pas donné le mot. Hein, ils ont eu l'idée géniale, comme par hasard, en même temps. Parce que c'est comme ça que fonctionne la pensée unique aussi. Et les 3 propos étaient exactement identiques. Et les 3 metteurs en scène ne reprenaient bien entendu pas Sophocle, mais bien évidemment Anouilh. Hein, parce que déjà, Anouilh, c'est une réduction extrêmement simplifiée, bien entendu, de la pièce de Sophocle. Voilà, donc c'est ça. Hein, je ne sais pas, est-ce qu'on peut certainement encore approfondir, Nathalie, ce qu'il y a dans les atteintes, voilà, les atteintes à la laïcité, en tout cas pour l'instant dans le domaine culturel, elles me semblent thématiques, puisque les exemples d'Antigone, ce sont des exemples thématiques. On va dire que ça reste assez marginal, les atteintes à la laïcité, quand même.
dans le secteur culturel. Par contre, la religiosité du secteur culturel, le fait que parfois certains spectacles se transforment en messe ou en un peu politique, là oui, il y a un surcroît de religiosité, de rapport un peu religieux à l'œuvre d'art. Et ça rejoint ce que vous disiez un peu sur le patrimoine, je crois. Pierre Ouzoulias. Ouais. Juste en 2 mots pour ce qui concerne la partie dont je m'occupe aussi un peu au Sénat. Le ministère de la Culture a été constitué par Malraux et De Gaulle sur un projet politique qui était de mettre la culture à la disposition de la totalité des citoyens dans un esprit républicain. Il s'agissait de former. Ça a continué, cet esprit-là, jusque dans les années 80. Je ne citerai pas le ministre, mais vous voyez qui c'est. Et aujourd'hui, l'essentiel de la politique culturelle du ministère de la Culture est porté par des opérateurs extérieurs, par des établissements, qui ont quasiment plus de lien organique avec le ministère de la Culture. Donc le ministère de la Culture, en tant qu'administration centrale, est à la fois une coquille vide et sans politique culturelle. Oui, sans politique culturelle. Donc, comment après reprocher à des directeurs d'institutions de faire à peu près ce qu'ils veulent quand ils n'ont pas de consigne claire sur quelle est aujourd'hui la politique culturelle de la République française? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, je ne le sais pas. Et là, on va étudier le budget. Ce n'est pas le budget qui va renseigner sur quels sont les objectifs de la culture aujourd'hui. On va donner des subventions pour des opérateurs qui vont venir les uns après les autres, mais on n'aura pas un discours stratégique sur à quoi ça sert la culture. Et on revient finalement à la question des artistes. Donc c'est un endroit merveilleux où tout le monde subventionne la culture, mais personne ne sait finalement à quoi ça sert. Donc ce qu'on a besoin, et je crois que c'est notre travail ici, c'est de redéfinir quel pourrait être le projet politique du ministère de la Culture et de la culture en général, dans le cadre que nous défendons ici, le cadre universaliste. Merci Pierre. Alors, nous approchons de la fin, nous sommes entrés dans le temps additionnel, mais comme nous avons commencé un petit peu en retard, nous allons prendre une dernière question, voilà, une toute dernière question avant de céder la place à la table ronde suivante. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup pour toutes ces interventions extrêmement intéressantes. Je voulais évoquer en fait le cas du film Novembre, je ne pense pas qu'on en ait parlé. Du personnage de Sonia. Donc le film est sorti cette semaine sur les attentats du 13 novembre et le personnage de Sonia, donc, qui est la personne qui a permis l'arrestation d'Abaoud, qui a été donc représentée voilée dans ce film et qui vient de gagner un procès. Elle a été représentée par Samia Maktouf, qui est également le conseil de Lassana Bathily au procès en appel des attentats de janvier, et elle a obtenu en fait donc l'adjonction d'un message au début du film, puisque donc cette personne ne se voile pas dans la vraie vie, et donc ce message indique que c'est un choix des personnes qui ont réalisé ce film de la voiler. Et j'assistais avant-hier à une rencontre suite à la parution des ouvrages aux éditions Les Échappés et à l'ouvrage de Sylvie Caster, qui a couvert donc ces attentats. Et en fait, à la fin des échanges, Sylvie Caster disait que l'un des témoignages qu'elle avait le plus ému durant ce procès, donc qui a quand même duré 10 mois, c'est justement le témoignage de Sonia, qui n'a pas pu apparaître, dont la voix devait être trafiquée. Donc cette personne en réalité donc Sonia étant un prénom d'emprunt, et qui n'a plus finalement de vie sociale suite à cette histoire, qui a joué un rôle central dans la mesure où Abaoud avait prévu de faire des attaques à la défense, en tout cas il avait ce projet de faire des attaques à la défense dans des centres commerciaux, etc. Finalement, voilà, on l'a représenté sous cette forme. Alors je suis désolée parce que ça n'est pas une question, mais j'en ai une également, qui est donc, et j'aurais bien aimé que Monsieur Delafosse soit là, parce que, en fait, je me posais la question de la possibilité, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'on parle de l'articulation entre politique et culturel, de savoir si, par exemple, dans les villes dont les maires ont un positionnement laïque très clair, par exemple, est-ce qu'il serait possible d'envisager une action
où une action commune et concertée pour que les libraires se sentent autorisés, s'ils le souhaitent, à avoir une vitrine où Salman Rushdie, par exemple, serait mis à l'honneur. Est-ce que ce genre de choses pourrait être envisagé? Parce que moi, au lendemain du 12 août, j'imaginais, si vous voulez, très naïvement, que l'ensemble des vitrines de l'ensemble des librairies de France et de Navarre allaient mettre Salman Rushdie à l'honneur. Alors j'étais très contente parce que cette semaine, j'en ai trouvé une où il y avait au moins 5 ou 6 livres de Salman Rushdie en vitrine. Voilà. Merci. Puis comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Barberis, le prix Nobel de littérature mélangeant souvent allègrement politique et littérature, ça aurait aussi d'ailleurs fait un oui, mais ça aurait été formidable un prix de Alors, qui veut répondre à circonstance. cette toute dernière question, je le rappelle, puisqu'ensuite il y a une autre table ronde qui suit. Isabelle Barberis. D'accord. Les orateurs de la prochaine table ronde soient prêts à bondir sur l'estrade dès qu'Ilana sera arrivée. Parfait, nous reprenons donc une douzaine de questions par la suite. Allez-y Isabelle, je vous en prie. C'est 400 mètres. Rapidement, déjà je pense que les maires, même laïcs, sont eux-mêmes entravés par certains éléments, évidemment, de leur... dans la majorité composite qui les a élus, et que même s'ils sont courageux en la matière, c'est pas toujours évident. Et je crois que si les librairies n'affichent pas, n'ont pas toutes pavoisé avec des livres, des œuvres de Salman Rushdie, c'est pour deux raisons. Il y a ceux qui ont peur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des traducteurs, des éditeurs qui ont été assassinés aussi juste après la parution des versets. Donc il y a ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur, finalement, ils sont dans la conscience. Donc ils sont, on va dire, comme ils sont dans cette conscience-là, ils sont avec nous, ils ne le font pas. Aussi, peut-être par une forme de lucidité, parce que je pense que ça peut être dangereux, effectivement. Et il y a ceux qui ne le font pas parce que tout simplement ils ne le voient même pas. Voilà, c'est un épiphénomène. Et malheureusement, je pense que c'est la règle générale. Il n'y a quasiment en ce moment il n'y a eu aucune réaction très peu de réactions dans le secteur culturel au moment de Salman Rushdie. Le secteur culturel, à part la vidéo qui a été faite, des femmes se coupant les cheveux, mais les responsables, pour l'instant, sur l'Iran, je ne les entends pas. Les grands responsables de festivals. Donc, il y a une indifférence, tout simplement. C'est ça, je pense, plus que la peur. La peur, finalement, je pense, serait plus, malheureusement, un signal plus positif, en tout cas. Allez-y, Pierre. Juste ajouter un point sur le livre en général. On avance un peu. Et le Sénat, à sa majorité, a voté une proposition de loi de ma collègue sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert, sur l'obligation pour les bibliothèques publiques de rendre accessible la totalité des fonds. C'est-à-dire interdire ce que certaines mairies du Front National ont fait en sortant des ouvrages qu'elles estimaient pas possible de mettre en lecture. Donc c'est important parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des autodafés. Je ne suis pas sûr qu'ils brûlent les livres, ils les vendent, parce que là-bas on vend plutôt les choses, mais qui sont des deux côtés, donc du côté de la couture woke, mais aussi des évangélistes, etc. Et c'est des choses qu'on voit poindre tout doucement en France, et je trouve que là, mais ça n'a pas été suffisamment vu, mais bon, ce qui sort du Sénat, malheureusement, n'est pas toujours bien vu, mais c'est un pas important vers la nécessité du pluralisme culturel. Et c'est ça qu'il faut défendre. Et je pense qu'on pourrait défendre de la même façon une librairie qui afficherait des livres, ou au contraire condamner une librairie qui refuserait de vendre certains titres que les lecteurs lui demanderaient. Voilà. Alors, y a-t-il une question? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Moi, je pense qu'il y a un véritable combat intellectuel à mener aujourd'hui contre ceux qui présentent l'universalisme comme une grande imposture qui masque en réalité des rapports de domination.
Et c'est souvent comme ça que j'ai pu malheureusement l'entendre présenter. Et je trouve que l'exemple que vous avez donné, Madame Munzer, d'Antigone revisitée, qui présente ce personnage qui incarne un peu le mal à combattre dans ses versions revisitées, comme un laïc qui oppresse une élève, vient illustrer cela. Et je le vois aussi dans, par exemple, cette grande problématique de l'appropriation culturelle dont j'entends de plus en plus parler, qui fait que si on reprend les traits d'une culture qui n'est pas sa culture d'origine, on ferait de l'appropriation culturelle et que ce serait inacceptable, qu'un personnage d'une certaine couleur de peau ne puisse pas jouer n'importe quel personnage. On retrouve ces dimensions-là et c'est pour ça, moi, je pense que présenter l'universalisme comme une évidence, en fait, aujourd'hui, quand on en est convaincu, comme nous, par exemple, oui, mais en fait, dans le débat, on ne peut pas se le permettre, ça. Et qu'on a besoin de défendre les fondements philosophiques qui sous-tendent l'universalisme et de présenter les apports dont vous avez parlé. Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Floriane, on a besoin de les défendre et de les présenter, de les faire connaître. Et c'est aussi tout le rôle de l'école. Et moi, c'est de la grande reconnaissance aussi que j'ai vers l'école de la République, qui m'a biberonné, qui m'a formé et qui m'a permis justement d'avoir cette culture de l'émancipation et de la rencontre, de l'altérité avec des points de vue différents. Vous parliez, monsieur Ouzoulias, de pluralisme culturel. Mais ce pluralisme culturel, aujourd'hui, il ne va pas de soi. Et il faut le défendre. Rien n'est acquis et nous devons les défendre. Le fait qu'aujourd'hui, la pièce de Charb, et je le dis moi-même, alors que, par exemple, j'ai pu être profondément choqué parfois par des publications de Charlie Hebdo. Mais pour autant, ce qui s'est passé est intolérable et il faut le dire. Et le fait que cette pièce, il y ait autant de difficultés pour la faire jouer, qu'on ait autant de difficultés pour donner le nom à un amphithéâtre de Charb, ça montre au fait que ce combat, il est à mener. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas être dans l'évidence. Et ma question, en fait, elle est la suivante. Comment, tant au niveau culturel que politique, on peut mener ce combat intellectuel et défendre cet universalisme, le faire connaître et lui redonner, entre guillemets, ses lettres de noblesse? Je vous remercie. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez répondre. J'ajouterais juste un tout petit mot en plus à votre question fort judicieuse. Je pense qu'il n'y a pas aussi une dimension générationnelle. C'est-à-dire, comme je vois qu'en plus vous émergez du côté du carré encore plus jeune, j'allais dire, que le reste de l'hémicycle. Moi, je vois, y compris pour ma corporation, donc, puisque le journalisme me nourrit depuis maintenant un certain temps, que dans les générations les plus jeunes, les journalistes qui ont 20 ans de moins que moi, l'universalisme est encore moins une évidence, comme vous le soulignez fort justement. Vous parliez aussi de la possibilité, quelle que soit sa couleur, de jouer, quelle que soit sa couleur, machin. Il y a aussi la sexualité. Enfin, Tom Hanks, alors je sais qu'il est américain, tout ça, et pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait eu en France un acteur qui ait parlé de ça, mais en tout cas, c'est la même logique. Donc Tom Hanks, pardon pour ceux qui ne le savent pas, a joué un personnage homosexuel dans les années 90 dans un film célèbre, et il a dit que ce serait une mauvaise idée, que c'était une mauvaise idée et que si c'était à refaire ou à faire aujourd'hui, il ne le ferait pas, qu'il fallait qu'un homosexuel soit joué par un homosexuel. Bref, bon, évidemment vous voyez ce que j'en pense, mais peu importe. Tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a cette histoire générationnelle. Moi, dans les mots que vous prononcez, je préfère retenir le mot de combat plutôt que celui de défense, parce que justement, on a envie de passer d'un combat défensif à un combat offensif sur ce sujet. Et on a envie d'inscrire en positif et non pas avec des arguments ce n'est pas ça, non, l'universalisme, ce n'est pas ça, non, la laïcité, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. On préférerait passer à quelque chose de plus offensif sans en venir, comme certains, à autre chose qu'à la parole, évidemment. Mais donc, c'est des définitions positives que l'on a envie de créer, de recréer et de faire passer à partir de ça. Donc, combat, oui, mais si possible, pas défensif. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde, puisque